S'éveiller à soi-même peut apparaître extrêmement difficile, peut apparaître très délicat, peut apparaître très mystérieux. Et en réalité, tout cela, le côté c'est difficile, c'est mystérieux, je ne comprends rien, en fait, tout cela provient du mental lui-même. Penser que c'est difficile, penser que je n'y arriverai pas, c'est toujours la production du mental. C'est encore une pensée. Et à partir du moment où il y a une pensée qui est crue, évidemment, il y a tout de suite une contraction énergétique en fait. Il y a une tension énergétique et tout ça fait qu'il y a une souffrance, il y a une douleur. Et la douleur vient de cette contraction, vient de cette limitation que l'on se donne à nous-mêmes, alors que nous sommes un être illimité, un être infini. Mais regarde bien, si là, une seconde, avec moi, tu peux le faire, tu évacues toutes les pensées. En fait, ça revient au même moment, tu sais, quand tu te lèves le matin, il y a une fraction de seconde où il n'y a rien, il n'y a aucune pensée. Voilà. Là, maintenant, de manière intentionnelle, tu mets de côté toutes les pensées. Comme un blackout, tu vois, comme souvent les gens qui ont par exemple beaucoup bu ou qui se retrouvent dans un état de transe, ils disent qu'ils sont tombés dans un blackout, dans un trou noir, quoi. Alors, c'est un peu ce goût-là, tu vois. C'est-à-dire, tu vires toutes les pensées. En fait, tout le cinéma des pensées. Parce qu'en fait, chaque pensée crée une image, crée une impression, une idée, etc. Un film, en fait. Donc, tout ça, tu l'évacues. La pensée que tu es un homme, une femme, jeune, pas jeune, en forme, pas en forme, citadin, campagnard, joyeux ou malheureux, en bonne santé ou pas. Tout ça, tu évacues. Même le fait d'être heureux, tu l'évacues. Même le fait d'être dans une certaine forme de bonheur, tu l'évacues. Plus de pensée. Il n'y a plus de pensée sur rien. Maintenant, regarde autour de toi, sans penser. Tu peux regarder ta main, sans penser. En réalité, à cet instant même, il n'y a plus de définition, il n'y a plus de description. Il n'y a que ce qui est. À partir du moment où il n'y a plus de pensée, même les mots que tu entends là, c'est juste des mots, des sons qui apparaissent. Et regarde qu'il n'y a personne pour entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet et d'objet. Il n'y a que ce qui est. À partir du moment où tu as mis de côté toutes les pensées, en réalité, regarde maintenant que tout est lié. Que tout est indissociable. Que ça coule. Que tout coule, en fait. Comme un ruisseau, comme de l'eau qui coule. Peut-être que tu peux sentir un vertige, un flottement, le fait qu'il n'y ait plus de pensée. Peut-être qu'il y a une pensée qui peut surgir pour dire « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire ?» Comme si, regarde maintenant, comme si
en fait, tu ne pouvais pas, rien ne pouvait se faire sans la pensée. Alors qu'en réalité, cette main, par exemple, regarde devant toi, elle bouge. Tu peux bouger ta main. Regarde, elle bouge. Que le cœur bat. Que les yeux sont ouverts. Sans besoin qu'il y ait une pensée pour dire il faut ouvrir les yeux. C'est comme le matin, en réalité, quand tu te lèves, tu crois que c'est toi qui te lèves ou que c'est le réveil qui te réveille. Pas du tout. Ça se fait en fait, c'est spontané. Tout est spontané. C'est ça le miracle de la vie. Quand tu as envie d'un verre d'eau, tu crois que tu as décidé d'aller boire un verre d'eau. Pas du tout. Ça se fait. Ou même quand tu manges trop, en fait, c'est pas toi qui le décides, c'est qu'il y a une réaction qui est inscrite en toi, c'est tout simplement. Le conditionnement. Mais tu peux le constater, tu peux le voir. Donc tout ce qui est ajusté va rester à sa place et tout ce qui est désaligné va petit à petit se réaligner. Et c'est pas toi qui décides. Toi, tu laisses faire, en fait. En réalité, quand tu as mis de côté toutes ces pensées, encore une fois, c'est juste une manière de dire je mets de côté les pensées, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose. Mais c'est comme si en fait, c'est pas comme si tu détournes l'attention, en fait, au lieu que l'attention soit focalisée sur les pensées, l'attention se focalise sur rien. Et peut-être que ça peut paraître un peu difficile parce que tu l'as jamais fait vraiment. On le fait en fait quand on est en méditation. Mais en réalité, tu médites tout le temps quand tu es dans cet état, si je puis dire. On n'est pas dans un état, parce qu'il n'y a personne en fait pour être dans un état. Donc là, tu as évacué les pensées. Regarde que, en fait, c'est comme si il y a des yeux, les yeux humains qui se ferment. Les yeux habituels, qui regardaient habituellement, se ferment. Il y a un rideau, en fait, qui tombe. Comment Paul regarde, comment Nathalie regarde, comment Nelly regarde, comment Pascal regarde, cela s'éteint, ça se ferme. Ces yeux-là se ferment. Ces yeux-là qui veulent définir les choses, qui veulent décrire les choses, qui veulent saisir en réalité les choses pour pouvoir les contrôler, les manipuler. En fait, ce regard-là, ces yeux-là, s'effacent, s'éteignent. Ça se débranche en fait. Tu débranches ce regard-là. Et tu peux le faire volontairement. C'est un acte. Regarde, il y a comme quelque chose de volontaire, si je puis dire, comme un acte. En réalité, cet acte, cette volonté, c'est l'amour qui fait ça. C'est qui nous sommes vraiment. Qui ferme ce rideau. Et maintenant que ces yeux-là se sont éteints, se sont fermés, il y a un œil qui voit. Regarde. Il y a un œil qui voit et qui est ouvert. C'est comme une caméra qui est ouverte, tu vois, et qui regarde tout, qui regarde la scène, qui regarde le corps, le son. Et c'est un œil qui n'appartient à personne. On ne peut rien en dire. J'ai fait cet exercice avec quelqu'un, en réalité une amie. Nous sommes allés voir une exposition d'un peintre, un très grand peintre, qui s'appelle Mark Rothko. Et Mark Rothko, en fait, c'est un peintre qui a peint, en fait, au départ, des choses très figuratives, c'est-à-dire des personnes, des situations. Et petit à petit, ce peintre s'est dirigé vers quelque chose de beaucoup plus simple. D'ailleurs, tous les grands peintres vont là-dedans, en réalité. Même Giacometti,
est allé en fait vers une simplicité des formes jusqu'à dessiner carrément des bonhommes extrêmement minces. Ce sont des sculptures, hein, tu dois certainement connaître, des sculptures très très fines, parce qu'on va vers la simplicité, on épure l'être, en quelque sorte. Donc Mark Rothko, en fait, à un moment donné, il est allé vers la couleur, mais en fait, ce n'est pas la couleur qui l'intéresse, c'est la lumière. Et il a fait que des rectangles, plusieurs rectangles superposés, avec des couleurs très fortes. Et celle qui l'a le plus passionné à un moment donné, c'est le noir. D'ailleurs, il a constitué une exposition dans une chapelle à Houston, aux États-Unis, où sont exposées ses toiles. Donc c'est un fond noir pour en fait découvrir le divin. Ce sont en fait des toiles méditatives. Donc quand je suis arrivée avec cet ami ici, donc ça tu peux le faire parce que l'art peut vraiment aider, la beauté peut vraiment en fait te permettre de percer. Et je lui ai dit, maintenant regarde la toile et ferme tes yeux, les yeux que tu as habituellement, hein, c'était Sibylle, les yeux de Sibylle, et regarde ce qui reste. Et elle l'a fait et elle a été estomaquée. Parce que tout allait bien et d'un seul coup, elle a vu la toile. Et la toile bougeait, les couleurs bougeaient, les couleurs étaient vivantes, tout était vivant. Le mur sur lequel était posée la toile était vivant. Et en elle-même, elle sentait une vie, une vitalité, une présence. En fait, elle a senti la présence et que c'était énergétique. Et c'est une présence presque imposante, dans le sens, elle est puissante, elle est belle, elle est rayonnante. Et que ça partait d'elle, en fait. Que la beauté, c'était elle. Tu vois, la toile l'a ramenée à elle. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu pourrais pratiquer, les œuvres d'art. Il y a très longtemps, à Paris, il y avait une exposition de Klimt, que je connaissais un petit peu. Et quand je suis allée à cette exposition, j'ai été bouleversée. Je suis rentrée en fait à l'intérieur de moi, ça m'a ramenée à l'intérieur de moi et j'ai senti une vie qui était au-delà de la petite vie de Samira. Une vie était là. Quelqu'un était là pour la première fois. J'étais habitée pour la première fois. J'étais là. Et ça n'avait rien à voir avec le sentiment habituel que j'avais de moi-même, qui était fugace, qui était vide et toujours incertain. Et là, d'un seul coup, c'était fort. Et du coup, ça m'a ramené immédiatement à une expérience antérieure. J'étais à Madrid et je suis allée voir au musée du Prado, qui est un très grand musée, les tableaux de Goya et de Velázquez. Je ne suis pas une spécialiste de ces peintres, je n'étais même pas spécialement fan, mais quand je suis rentrée là-dedans, il y avait tellement de toiles, tellement de beauté, que j'ai été submergée. J'ai failli m'évanouir, on a dû me sortir dehors pour que je m'allonge, j'avais le vertige, j'étais pareil. En fait, l'expérience de Klimt m'a ramenée à celle de Goya, où d'un seul coup, en fait, cette beauté m'a pris, en fait. Il n'y avait plus de pensée. C'était la grandeur qui était là, en fait, qui s'admirait elle-même. Donc l'art, le tableau, les créations, les œuvres artistiques, même la musique peut faire cet effet-là. Peut vraiment venir, en fait, percer ce qui te cache la réalité de qui tu es. Parce que ce que nous sommes, c'est la grandeur, c'est la beauté. Mais l'ego, il est tellement coincé dans « je ne suis pas beau, je ne suis pas capable, je suis petit », qu'il ne voudra jamais y aller. Donc c'est pas lui, en fait. C'est comme si on le provoquait jusqu'à ce qu'il se rende, en quelque sorte, qu'il s'évanouisse. Donc l'art, s'exposer à l'art, peut être quelque chose de fort. Parce que c'est énergétique, en réalité.
Donc, poursuis ça dans la journée, tu vois. Ferme. En fait, l'art, c'est partout. La poésie est partout en réalité. Parce que quand les yeux de l'être humain auquel on est identifié se ferment, ce regard habituel qui passe en fait par le filtre des pensées, c'est pour ça que l'on voit que tout est séparé, tout est terne, tout a besoin en fait d'efforts pour rendre le monde beau, ou ce qui nous entoure beau. Tout ça, quand ça s'éteint, quand ce regard-là, tu baisses les stores, d'un seul coup, en fait, c'est le grand œil qui voit. Il n'y a pas de séparation. Et comme il n'y a personne pour voir, c'est là où tu vois la beauté de la vie, la beauté du monde. Tu vois le miracle. Comment tout cela est possible. Tu vois le mystère en fait. Tu réalises le mystère que tu es. Et la manifestation en est le reflet. Et c'est frais. Donc c'est pas terne. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour que ton environnement soit beau. Ça l'est d'office, peu importe où tu te trouves. Tu peux habiter un palais ou une petite cabane. Tu peux être très riche ou pauvre. Tu peux être seul ou en famille. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ce que tu es est au-delà, est antérieur à tout ça. Et tout ça, tout ce qui se produit est à l'intérieur de toi et reflète en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ce qui est faux, en fait, tu vas pouvoir le voir et d'un seul coup permettre à ce qu'une correction, un alignement se place. Pour ne permettre qu'à l'amour, en fait, d'être. Et sur cette terre, pourquoi il y a tant de guerres, tant de disputes? C'est parce que c'est le reflet de la guerre qui se situe en l'homme de manière collective. Parce que tous les assassins, tous les voleurs sont en moi, en fait. Je ne peux pas l'écarter. Donc c'est à chacun de prendre responsabilité de ce regard, en fait. De bien vouloir fermer les yeux. Pour que le vrai, celui qui voit sans effort, apparaisse.